Bien, écoutez, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans ce dimanche matin de la 36e édition du Salon international du livre de montagne et de Passy, dont le thème cette année porte sur les paysages vivants. Et je crois qu'au cours des 35 éditions précédentes, nous n'avons jamais reçu deux sœurs qui avaient publié la même année un livre faisant l'objet du thème de nos débats de l'année. Et donc, nous avons donc invité cette année Camille Audibert, qui est l'auteur de ce livre intitulé La vie par la face nord, publié aux éditions de l'ENA, et on verra tout à l'heure quel est ce long chemin de résilience qu'elle a emprunté à la suite d'un accident. Et puis, Caroline Audibert, que l'on a déjà reçue il y a quelques années lors de la parution de son livre Des loups et des hommes, et qui publie cette année aux éditions Actes Sud Les audionautes à l'écoute des chants de la terre, donc une évocation des paysages sonores que l'on doit mieux connaître pour mieux les respecter. Alors en ce qui concerne Camille Audibert, un matin de février 2017, lors d'un exercice de gymnastique... 2007, pardon. Un matin de février 2007, donc à la suite d'un exercice de gymnastique, elle a fait une chute. Elle a fait une chute et pour cette prodige de l'alpinisme qu'elle était à l'époque, sa vie a basculé le temps d'un saut et une page s'est tournée, elle a éloigné des jours heureux d'une enfance qu'elle passait au milieu des herbes sauvages, des sentiers, des pistes, des parois des Alpes du Sud. Elle courait, elle vivait en harmonie avec un décor simple et naturellement beau. Et il a suffi d'un rien pour tout briser. Elle raconte, elle ne pouvait plus avaler, elle ne pouvait plus marcher, elle ne pouvait plus bouger. Et il a fallu qu'elle suive un long chemin de reconstruction, de rééducation, de résilience, qu'elle raconte avec beaucoup de sincérité et d'émotion dans cet ouvrage, La vie par la face nord. Caroline Audibert donc, est l'auteur et philosophe de formation et déjà l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages. Donc, j'ai parlé de son ouvrage paru chez Plon dans la collection Terre humaine des loups et des hommes, et qui avait reçu en son temps le prix 30 millions d'amis, donc considéré comme le concours des animaux, et qui compte aussi parmi ses auteurs un de nos autres amis, qui est Sapin de Four, qui avait, lui, raconté sa vie avec son chien mouillé. Et elle a publié également un roman tout à fait original qui s'appelle Né de la nuit, qui est paru aux éditions Plon, et qui raconte, c'est une suite de récits qui parle de la naissance d'un bébé loup, et qui ensuite va s'évoluer dans les montagnes qui lui sont chères, et donc c'est la vie de la montagne vue par eux. Donc c'est vraiment très agréable à lire et très original. Mais je pense que je voudrais d'abord m'adresser à Camille Audibert. Ça a été un long parcours de résilience, une interminable ascension pour venir aujourd'hui au salon du livre. Bonjour, merci Nathalie d'être venue nous écouter et partager ce moment. Voilà, son récit... Ça m'énerve, hein, ce micro, il me sent des émotions. Oui, ça a été long. Long parcours de vie à regrimper essayer de regrimper une face nord. Et ce parcours qu'elle décrit avec beaucoup de force témoigne de son appétit de vie et de l'irrésistible besoin de vibrer avec ceux qui l'entourent. Et donc je pense qu'il y a peut-être une vidéo qui va pouvoir nous éclairer sur cet interminable parcours. Oui, on va faire une vidéo. Donc je pense que Yannick va nous passer la vidéo sur ce parcours dans le temps long, avec un futur incertain. Et je pense que ce qui l'a aidé à vivre, et elle le dit dans ce livre, c'est l'affection des rencontres qu'elle a pu faire au cours de ces séjours
dans les différents établissements de soins avec la vie de sa famille et notamment de sa sœur et de son frère jumeau. Bonjour à toutes, il y a beaucoup de femmes qui sont venues nous écouter, et à tous, messieurs aussi. On est très heureuses et émues de partager ce moment ensemble. On a cheminé depuis 19 ans, depuis l'accident de Camille à 19 ans. Et en effet, ça a été un très long parcours de vie pour Camille, pour sa famille aussi, pour moi également. Et aujourd'hui, on présente ces deux livres. Au départ, on avait eu l'idée de composer un livre à deux voix, notamment pour les familles, pour les personnes qui vivraient des temps très difficiles, pour les aider à traverser ces moments et à trouver une forme de joie, de grâce, de rédemption commune, partagée. Et c'est vrai que les chemins d'écriture ont pris un autre tour, et on vous présente aujourd'hui ces deux ouvrages qui sont très différents, mais qui sont nés un petit peu d'une même veine. Et voilà, Camille présente cette vie par la face nord, et moi-même, je suis partie à l'écoute du monde vivant, des paysages vivants, puisque c'est le thème du salon cette année, à l'écoute de cette terre féconde, encore féconde que nous habitons. Et voilà, donc Ça y est, je me suis chauffée. En fait, Caro, elle est partie quand j'étais à l'hôpital, et elle est partie en Amazonie parce qu'elle avait besoin justement oh là, ça repart. Non. De se retrouver, de retrouver de l'énergie, et Ouais. Et c'était important aussi pour Camille comme pour Caroline de ne jamais se séparer et de toujours pouvoir s'épauler l'une et l'autre, parce que ce long parcours de résilience dont on a parlé était vraiment une épopée solidaire. micro. en fait, on demandait, oui, si c'était possible d'avoir un autre micro, comme ça la parole pourrait peut-être circuler de manière plus facile, mais on va partager. Et donc on va peut-être, tout ça est un petit peu peut-être abstrait pour vous. Peut-être on va commencer par vous proposer de partager un moment de l'histoire de Camille et autour d'un petit film, d'un petit extrait de son parcours. Je m'appelle Camille Audibert. J'aime la verticalité. J'aime gravir des parois en escalade libre ou en escalade artificielle. J'aime la montagne. Être en montagne me procure un réel bien-être. Adolescente, je participe à plusieurs stages en montagne. Plus tard, j'intègre le groupe Excellence au CAF et aussi l'équipe nationale à la Fédération d'alpinisme. Ce goût pour la montagne m'a été transmis par mes parents et par mes sœurs et mon entourage. Cela ne me quittera pas. À la fac des sports, je prépare le diplôme de guide de haute montagne. Mais
La suite de ma vie fera son chemin dans une direction très différente que celle que j'imaginais. En 2007, suite à une chute en gymnastique, je suis victime d'un AVC. J'ai tout réappris. À manger, à boire, à parler, à ouvrir les yeux, à marcher. 3 mois d'hôpital à demi consciente et je ne réalise toujours pas ce qui m'arrive et projette même d'aller faire tel vent en escalade ou tel couloir à ski. La passion, les rêves ne sont pas altérés. Au contraire. Savoir profiter, vivre, regarder autour de soi, s'éveiller, semble être amplifié. Ma lutte quotidienne pour accomplir des progrès avec ces étapes est comme gravir l'Himalaya en passant par tous ces camps. C'est long, très long. Le sport et les projets avec les autres donnent un sens à ma vie. Je rêvais d'Himalaya, c'est devenu mon Himalaya. L'union fait la force. C'est ensemble que de beaux projets se réalisent. Mes visions personnelles et professionnelles changent. Mes objectifs ne sont plus les mêmes. Mais ma passion, mes rêves, mes envies perdurent. Bien, merci pour ce témoignage particulièrement émouvant, hein, parce qu'on mesure bien quelle a été cette épopée, et une épopée solidaire, parce qu'on voit bien toute la nécessité de vivre au contact de ceux qui nous ont accompagnés, que ce soit les soignants, que ce soit les amis, que ce soit les membres de la famille. Et je pense que c'est forcément un grand secours, et après, c'est important de pouvoir réapprivoiser les acquis et de pouvoir reprendre une vie normale, et une vie proche de la normale, avec justement une relative indépendance, et c'est ce qui est particulièrement bien décrit dans ce statut. Merci, Michel. C'est vrai que la reconstruction pour regravir, essayer de regrimper la face nord, c'est la reconstruction. La reconstruction, oui, est un long chemin. Est-ce que Camille a appelé la face nord? Dis-moi si je me trompe, Camille. En fait, elle est dans chacun des gestes, elle est dans chacun des moments de vie. On le mesure également en ce moment au cours de cette rencontre qui est très, très émouvante, voilà, pour Camille, et donc qui mobilise des émotions d'une manière peut-être nouvelle, qu'elle n'a pas encore apprivoisée. Et moi, j'ai pu observer toute sa progression, compris dans les tout premiers moments, lorsqu'elle était étendue à l'horizontale. Elle n'avait plus accès à ses facultés, disons, autonomes. Et donc, elle a reconquis chacune d'elles, en passant par les facultés biologiques de base, la parole,
la verticalité, peu à peu, ça a pris 2 ans avant de pouvoir remarcher, entre guillemets, voilà. C'est donc chaque geste est une victoire finalement. Et, euh, et Camille a mis au service sa volonté voilà, d'ascension, son goût pour l'ascension, au service de sa propre vie, de sa propre verticalité. Et ça, c'est très beau à voir. Et moi, quand je la regarde, je vois voilà, un paysage qui s'est remodelé et quelqu'un qui est extrêmement à l'écoute d'elle-même à un point presque millimétrique, une attention presque millimétrique qu'on perd quand on est un petit peu dans le tourbillon, dans la vitesse, dans la facilité de vie. On peut être gourmand et s'emballer un petit peu. Et quand on doit faire attention à son équilibre à tout moment, au vacillement de sa voix pour pouvoir la placer, à se situer dans l'espace, c'est extrêmement fin comme réglage. Et en fait, moi, chaque fois que je la vois, je me rappelle voilà, du miracle que c'est d'être en vie, d'être sur Terre, en fait, d'habiter cette Terre, d'être les uns auprès des autres. Et donc, ça donne une attention très particulière au monde et aux autres. Voilà, donc tu m'as donné ça à vivre, à voir et à éprouver. Et alors, peut-être que on peut regarder l'un des paysages très vivants qui nous a portés, Camille et moi, et on a eu la chance de grandir toutes les deux dans un refuge de haute montagne, alors pas si haute qu'ici. C'est un petit peu plus bas, c'est le bout des Alpes, dans les Alpes du Sud, mais c'est extrêmement sauvage. Et c'est un paysage qui reste vivant en nous. On y a passé beaucoup de très nombreux étés. Nos parents tenaient un refuge de montagne. Et notre enfance a été vraiment nourrie par cette vie sauvage, par ces lacs, ces cascades, ces prairies, ces monts qu'on voit ici. Voilà, et donc c'est un paysage qui a énormément compté, ces moments de vie qui ont énormément compté dans ton parcours. C'est vrai que, en fait, c'était comme dans les moments les plus douloureux, les épreuves de vie compliquées. En fait, je me retrouvais le plus souvent dans les moments de ouf, oh, et dans les moments de montagne. Ah ouais, c'est beau. Donc, oui, les moments de montagne. Je crois que c'est le fait d'être dans le milieu, dans dans le bassin, en fait, où j'ai eu le plus de souvenirs. Camille, dans son livre, dit très bien qu'elle conserve de son enfance et de son passé les moyens de l'aider à vivre et à recomposer sa vie. Et elle nous invite aussi à ne jamais désespérer et à savourer aussi les petits plaisirs quotidiens, quel que soit l'état dans lequel elle trouvait. Et je pense qu'il nous apprend à vivre. Et je pense que la lecture de son livre a une vertu pédagogique parce qu'elle ne se plaint jamais, elle tente de revivre à chaque étape de son parcours. Et je pense que
dans une société moderne où on veut toujours tout et sans effort, c'est incroyable de voir combien elle s'est émerveillée de ce qu'elle pouvait voir, de ce qu'on pouvait lui apporter, et elle nous aide aussi à comprendre ce que veut dire le mot prendre soin, parce que lors de ces différents passages dans les différents établissements dans lesquels elle a été admise, et notamment à Saint-Selmoz, là au-dessus, eh bien, il a trouvé des personnes pour l'aider et pour lui faire franchir chaque étape de ces interminables parcours, mais un parcours finalement constructif, puisqu'elle a pu venir aujourd'hui parmi nous. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'elle décrit une très belle phrase dans son ouvrage, c'est que quel que soit l'état dans lequel on peut se retrouver, il y a toujours une part enfouie quelque part qui ne demande qu'à renaître. Et je pense que c'est la principale leçon de ce livre. Oui, et hier, on a fait un pèlerinage, toutes les deux, un pèlerinage qui compte. C'est vrai que Camille a fait une partie de sa rééducation à Saint-Selmoz, que certaines et certains d'entre vous doivent évidemment connaître. Et le paysage du Mont Blanc, ce massif extrêmement, que Camille avait arpenté dans ses jeunes années d'alpinisme, quand elle faisait partie de l'équipe de France d'alpinisme. Elle l'avait devant les yeux, elle l'avait sous les yeux. Et bien qu'à distance, ça l'a extrêmement stimulée. Ça a réveillé en elle, ça a contribué à réveiller, parce que Camille a une étincelle de vie très, très forte, mais ça a contribué à réveiller en elle une vitalité, une soif de se dépasser. Dans son livre, elle décrit des moments assez incroyables qu'elle vit avec ses compagnons d'infortune, et qui se lancent gravissent des escaliers alors qu'ils ne savent pas encore marcher. Peut-être tu peux raconter un petit peu cette anecdote, après je reviendrai sur le pèlerinage. Oui, c'était à Saint-Selmoz en fait. Il y avait des marches et moi je marchais difficilement. J'étais sur le long chemin de la marche et j'ai décidé, en fait, je me promenais avant le repas. J'adorais aller derrière le centre et puis faire le tour et aller voir la nature. Et en fait, c'est un peu, il y a la forêt, on voit pas trop la vue. Donc, il y avait des escaliers qui étaient derrière, des escaliers de secours, je pense. Des escaliers en métal. Et je me rappelle, il y avait 212 marches pour aller en haut du centre, sur le toit, et on voyait les dômes de nuages. Alors là, j'étais avec une amie du centre qui était venue ici pour une cure, en fait. Elle a été brûlée et elle allait faire les bains à Saint-Gervais-les-Bains. Et donc sa brûlure l'empêchait, en fait, ses greffes l'empêchaient de regarder vers le haut. Mais pour moi, malheureusement, elle n'a pas voulu venir à cause du vide. Donc je suis allée toute seule, en me tenant comme j'ai pu avec les barrières. Et là, j'ai fait des photos des dômes de nuages. Alors j'étais contente. Et j'avais... le soir, je suis retournée dans ma chambre et j'ai regardé les photos.
Et ouais, ça permet de, je sais pas, il y a de s'évader encore une fois vers des moments heureux. Tu décris bien l'aspect salvateur de la nature qui ouvre les portes de la liberté, en fait. Oui, c'est aussi parce qu'on a vécu dans un espace qui offrait l'espace de liberté incroyable. Les chevaux accrus sur les chevaux, les mélèzes, les petits cours d'eau, les grenouilles, les tétards. Et on s'amusait à faire avec notre grande sœur Caro. On s'amusait avec mon frère jumeau à, à, à faire des missions scout. Alors on était là, on partait avec nos bâtons, tout contents derrière notre grande sœur. Et on se retrouvait dans les petits méandres. C'est tout joli. Tout joli, je sais pas pour ceux qui connaissent Vence, le refuge de Vence. Il y a de l'eau partout, des rivières, de la mousse. C'est tout doux comme paysage. Et voilà. Et pendant que j'étais à l'hôpital, souvent je me réfugiais dans ces moments aussi. Passer à courir avec mon frère derrière notre sœur. Et voilà, il y a plein de moments de nature et notamment les bivouacs en montagne. Je ne sais pas si vous avez connu ça, le nez froid dans le duvet, on est comme des chenilles qui sont une chrysalide là, dans son duvet, qui attend que à se libérer en fait. Et bon, voilà, c'est une partie de. C'est une partie de la reconstruction, je pense que. Ça m'a aidé. Oui, et ce contact avec le paysage permet un réveil progressif des sens et des sensations que l'on peut avoir au contact, effectivement, de la nature. Oui, et peut-être qu'on peut écouter l'un des extraits du livre de Camille. Peut-être Yannick, si on pouvait écouter l'extrait 2 et 3 enchaînés. Voilà, c'est être en montagne. Avec Yannick, là, on est parti dans le Masai Mara en Afrique. Donc, c'est pas le bon extrait, pardon. C'est l'extrait sonore de La vie par la face nord. L'extrait 2, Été 2006. Échantillon de liberté. Avec le divorce de nos parents, notre territoire de montagne s'agrandit. Direction le refuge de Rabuon pour aller voir notre père. Nous aimions grimper à la brèche Borgogno, 2904 mètres, pour redescendre sur les lacs Marie et suivre le plan de Ténèbres en le remontant jusqu'à son sommet à 3031 mètres. Du sommet, nous surplombions le grandiose lac de Rabuon et son petit refuge au toit vert en tôle que gardait désormais notre père. Il nous restait alors à redescendre et longer l'enfilade des lacs glaciaires jusqu'au bâtiment familier et accueillant dans son ambiance minérale. Si on avait la chance de ne pas arriver trop tard, une douche solaire nous attendait avec une vue imprenable
sur un groupe d'étagnes qui viennent souvent lécher le sel sur les grandes roches plates. Pour mon frère comme pour moi, être en montagne était de... En montagne était devenu tata. Laurier le Géorgien, fouler les chemins de la Madone, parcourir le Val des Alzèdes, grimper au col de Salaise ou à celui de Cerise, escalader le Géla, que de belles journées. Nous grandissions et arpentions le Boréon, montions vers la Cougourde, en raquette pour observer les bouquetins, presque apprivoisés au refuge. J'ai connu la joie de monter les couloirs du Pélago, face ouest, tôt le matin, de passer des bouchons de glace pour finalement sortir à la lumière et découvrir un horizon d'argent et d'or. Ces couloirs au caractère de face nord forgeaient mon caractère alpin. Mais j'aimais aussi le calcaire et me retrouvais souvent sur le rocher de la Turbie, de la tête de chien ou du Baou de Saint-Janet. Il y a des moments de vie forts dont on se souvient. Il en est de même des roches. La grande ligne horizontale de quartz qui coupe en deux le Corno Stella en Italie m'a marqué. Tout comme les larges fissures du Verdon, celles de Chamonix, du Val de l'Orco. Toutes les fissures sont différentes. On se retrouve plus ou moins en osmose avec les différentes roches qui rendent les prises plus ou moins crochetantes. C'est grâce au granit et aux nièces de la petite Suisse niçoise, aux portes du Mercantour, à Saint-Martin-Vésubie et au calcaire de la Turbie et du Verdon, que l'alpinisme est né et demeure ancré en nous. Oui, merci. On voit comment ce paysage de montagne t'a vraiment sculpté ton caractère et ta volonté et te continue de te nourrir. Et tout à l'heure, je vous parlais d'un pèlerinage qu'on a fait toutes les deux hier et on est allé saluer le glacier du Mont Blanc. Et c'était un moment de toucher à nouveau ce rocher, de voir d'un peu plus près ces glaces et de mesurer l'importance qu'ont aujourd'hui les paysages vivants, même si on écoutait François hier qui disait quand je regarde le massif, j'ai une tristesse. Nous aussi, on partage cette tristesse, cette métamorphose extrêmement rapide des glaciers, de cette ressource en eau qui n'est pas inépuisable. Mais voilà, ces paysages qui demeurent quand même, qui demeurent vivants, y compris dans leur déliquescence, continuent de nous nourrir, et d'où l'importance de les préserver, bien sûr. On a été là-haut, c'était magnifique et il y avait, on s'aperçoit que même des toutes petites choses, ben, ça fait du bien au cœur d'aller voir la lumière. Oula! Oui, François Martini disait ça hier, voir la lumière. La lumière que, en fait, en montagne, il faisait de la montagne aussi parce que c'était d'aller vers la lumière. Et moi je pense aussi, c'est beau la montagne, simplement. C'est beau. Après, ça apprend plein de choses sur l'humidité, la résilience, ça forge le caractère. On va vers les limites. Comme dirait Étienne Klein, il faut pas on dépasse pas ses limites. Parce que, on n'y arrive pas, mais il dit, on va vers les limites.
on va les titiller en fait. Et oui, je trouve ça juste, je sais pas vous. Il est possible de se réconforter au contact de petits riens. Et je pense que c'est ce que tu as vécu, semble-t-il. Oui, hier on a ramassé une toute petite plume. Et on était, oh, la petite plume. Enfin, oui, face sur le Mont Blanc. Sur le Mont Blanc, on a ramassé une petite plume. Après, on avait une toute petite fleur. La pauvre, elle poussait elle laissait pousser au milieu des touristes qui la piétinent. Voilà, allègrement. Et bon, il y avait plein d'autres choses, hein, là. C'est bien d'avoir posé ton regard sur la fragilité de la nature, parce que la notion de regard est très, très importante. Et dans ton livre, effectivement, tu poses le problème du regard des autres, qui est vraiment à la fois parfois un réconfort, mais aussi parfois une source d'inquiétude. Oui, merci. Oui. Oui, il y a le regard des autres. C'est quand enfin moi ça m'a vraiment gênée. Au début, si, au début ça me gênait. Après, on apprend, il y a le temps. Le temps et les autres, l'entourage qui est là pour nous, ça donne une force incroyable. Oui, ce petit moment qu'on a vécu hier avec cette petite plume où on se demandait quel oiseau il appartenait face à ce géant de glacier qui noircit à vue d'œil presque, on entend les chutes de pierre, il y a vraiment des événements géologiques forts, on est en présence d'une puissance. Et voilà, d'être en contact, d'être attentif à cette fragilité, que ce soit en nous ou à nos pieds, juste à côté de nous, c'est une très belle leçon de vie et c'est une attention finalement quand on vit à tes côtés, Camille, bah c'est aussi une philosophie de vie. Alors peut-être que c'est ce paysage vivant qu'on a vu tout à l'heure qui nous a vraiment enseigné cela. En tout cas, on le cultive et on fait partie des paysages, de nos paysages. Donc on est dans le tableau, en fait. On est comme dans cette nouvelle de Marguerite Yourcenar où les personnages de l'histoire, petit à petit, s'évadent, en fait, s'évadent dans le tableau. Ils rentrent dans le tableau. Il y a deux personnages, un peintre et un assistant. Et finalement, il pénètre dans le tableau, il s'évade à l'intérieur du tableau. Donc on est dans les paysages. Le terme de paysage est un peu contesté aujourd'hui dans la philosophie de la nature, dans le nature writing, enfin toutes ces approches un petit peu nouvelles, puisqu'il externalise, il objectivise, il fait peut-être d'un écosystème un objet fini et clos, alors que c'est quelque chose de vivant, fait d'interactions innombrables, desquelles on fait partie, on prend part. Donc il faut entendre paysage comme un pays, un peu comme un... Voilà, cette jonction entre pays et visage, et on en fait vraiment partie. C'est bien ce que tu dis, Caro. C'est... et c'est... Ouais, c'est vrai qu'on est...
soi-même déjà une carte, une, une carte de paysage, une carte sonore et, enfin, c'est compliqué de la parcourir et d'être de parcourir tous ces petits territoires et du corps. En tout cas, le fait de s'ouvrir et d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de ce que la nature peut nous offrir, que ce soit une petite pub ou des fleurs, c'est aussi une façon de se réapproprier la vie et de retrouver confiance en soi, de retrouver une certaine forme d'estime de soi et de dignité, ce qui est important après toutes ces épreuves. Hein. Tout à fait. Et hier, dans notre pèlerinage, on a fait une petite traversée rocheuse, un petit peu engagée pour nous deux. Et donc Camille était à main nue sur le rocher. Voilà, elle s'est déplacée en traversée comme en alpinisme. Évidemment, on était sur une sorte de petite sente. Il n'y avait pas vraiment de vide sous nous, mais il y avait quand même une pente. Donc tous les curseurs étaient revus à la baisse hein, par rapport à l'alpinisme, il faut bien l'avouer. Mais pour nous, c'était une aventure engagée. Et moi, je l'apparais par en dessous. Voilà, et on était dans l'attention menue de ces roches polies depuis par des millénaires d'activité du glacier. Et on était en contact, voilà, avec cette vie du glacier. Alors, tu parlais de cartes sonores. Évidemment, je ne peux pas ne pas évoquer toute cette aventure sonore aussi qu'a ouvert toute cette histoire. Puisque après 1 an et demi d'accompagnement constant de Camille à l'hôpital, moi c'est vrai que j'étais épuisée. Et j'ai eu l'occasion, un ami m'a dit, mais viens, tu vas te ressourcer. Je t'emmène découvrir un endroit où moi j'ai vécu, un endroit qui m'a nourri. Et donc je l'ai suivi. Et il s'avère que c'était un endroit que je ne connaissais pas du tout, qui est très éloigné des Alpes, voilà, des montagnes qu'on peut avoir sous les yeux ici. Et donc c'était l'Amazonie. Et je me suis retrouvée plongée dans ce milieu extrêmement vivant, extrêmement sonore, fait de dialectes inouïs, de langues véritablement inconnues, surtout la nuit, les insectes qui se tritulent, les oiseaux, les singes, les amphibiens, enfin, j'étais en présence dans des lieux les plus féconds de la planète et ce paysage extrêmement vivant m'est apparu déjà de nuit, en fait, en écoutant. Et c'est par l'oreille, en fait, que je suis moi-même revenue dans la vie, que j'ai quitté un petit peu ce moment de cauchemar de couloir d'hôpital, de salle d'attente, d'inquiétude, d'angoisse. Et la forêt m'a régénérée, en fait, en quelque temps. Voilà, et c'est cette carte sonore que j'ai découvert et qui m'a conduit sur le chemin des audionautes, c'est-à-dire c'est des personnes qui écoutent les paysages sonores, puisqu'on est dans le thème de notre salon, et donc qui écoutent les chants de la terre, chacun à leur manière, de manière scientifique, de manière artiste, de manière instinctive, comme les chasseurs-cueilleurs amérindiens, que je suis retournée voir 20 ans plus tard. Donc il y a eu toute une pérégrination audionaute qui est née un petit peu de ce moment difficile que nous avons partagé.
peut-être tu peux parler un peu de la musique. De... ouais, je peux en parler aussi, hein, un petit peu. Quand j'étais à l'hôpital, il y avait souvent des visites de Caro. Caro, tu m'as mis en poste, un poste, un petit poste radio. Et en me passant une musique, et il n'y avait que cette musique qui pouvait me calmer. Allez vite, non? Oui, Oui, tu as oublié de préciser que tu étais dans le coma. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai raconté après. Mais quand Camille voilà, la situation s'est vraiment dégradée. Elle s'est retrouvée dans le coma une quinzaine de jours. On ne savait pas quoi faire. C'était très impressionnant. Et moi, j'ai découvert les travaux d'un médecin otorino-laryngologue niçois, d'ailleurs, comme nous, puisque nous venons de Nice, et Alfred Tomatis. Et il a découvert, dans les années 40-50, il a fait des recherches sur les liens entre l'écoute et la santé humaine, les facultés, le réveil de certaines facultés, entre l'influence de certains sons et puis la qualité du sommeil, de la concentration, de la mémoire, même de l'élocution. Et il a observé que certaines musiques, certaines sonorités, certains équilibres sonores étaient propices à réveiller nos facultés, à les aiguiser, à les renforcer. Et notamment, alors lui, il a observé cela, non pas dans la nature, comme moi je suis allée l'observer, ou l'écouter plutôt, mais à travers la musique de Mozart, qui a cet équilibre parfait et qui nous réaccorde en quelque sorte. Et donc lorsque j'ai un peu désarmée devant ces situations extrêmes de ma sœur plongée dans le coma, j'ai découvert ses travaux et je me suis dit, bon, lui il a découvert et il a inventé une oreille artificielle, donc un système d'écoute qui est en partie tactile, qu'il mettait à ses patients. Évidemment, moi, j'en disposais pas. Et donc, j'ai été acheter un petit poste CD, tout simple. Et j'avais un disque qu'on aimait bien, qu'on écoutait, qui était joué par deux sœurs, les sœurs Labec, des pianistes. Et c'est une sonate de Mozart, la K 448. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé aux soignants du service de réanimation, où là, on a des grands, on est très éclairé, il y a beaucoup de bips, enfin, c'est très hostile comme milieu, de passer l'autorisation de passer cette musique pendant que Camille était dans le coma. Et puis j'avais amené aussi quelques autres CD. Et puis, le personnel soignant y a pris goût, en fait. Et elle commençait à passer d'elle-même, pendant qu'on n'était pas là, parce que les visites sont très restreintes, à passer cette musique régulièrement et à me dire, mais c'est fou, ça nous apaise, c'est vraiment... donc, elles ont intégré ça dans le rituel quotidien des soins de cette unité. Et bon, Camille est enfin sortie du coma. Et puis, donc au début, elle avait des mots très très confus, mais rapidement, elle m'a parlé d'une musique. Et en fait, alors que tous ses sens étaient endormis, alors qu'elle n'avait pas la conscience d'elle-même, ni des autres, ni de l'endroit où elle se trouvait, elle avait accès en fait à cette musique. Elle était transportée par les notes de Mozart. Et cela, ça nous dit quoi? Ça nous dit que notre rapport au monde peut être
premier, il est auditif. Quand on est dans le ventre de nos mères, avant notre naissance, notre première expérience du monde, elle passe par l'écoute. On est plongé dans l'obscurité, on est dans un liquide amniotique parfait, et on a ce lien, on a quand même cette intuition, cette expérience qu'il y a un monde de l'autre côté de la chair. Et donc, on grandit avec cette intuition-là, ces sensations-là. Et peut-être que pendant ton moment de coma, j'aime à me dire que malgré ta souffrance, malgré tout ce que tu as traversé, eh bien, il y a eu cette musique qui t'a peut-être ramené dans un endroit du monde peut-être presque embryonnaire, quelque chose qui a permis que tu le traverses. Et cette renaissance qui a suivi cette épreuve. Oui, c'est une intéressant. hypothèse. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que face à une personne malade, face à une personne dans le coma, il y a deux points à développer. À la fois l'intention de l'aidant ou du soignant et puis le ressenti de la personne qui semble dans le coma ou qui finalement ou qui réagit pas forcément très bien. Et je pense que l'intention est surtout de distiller une certaine forme de paix parce que la paix, comme tu le dis, avec une sonate de Mozart, finalement apaiser les tensions, alors que le stress se communique même chez quelqu'un qui ne réagit pas. Et ça, c'est important parce que cela permet d'avoir des conditions de soins apaisées. Et je pense que pour la suite, et je pense que les problèmes de soins, par exemple, je pense que vous allez nous en parler tout à l'heure. Oui, vous avez sûrement entendu parler de l'histoire des cristaux d'eau. C'est un japonais, je crois, qui a. Ils passaient la musique de Mozart. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ils passaient la musique de Mozart devant l'eau et après ils analysaient le cristal et ils voyaient qu'il était parfait en fait, qu'il y avait vraiment des petits comme un flocon. Et après, ils ont aussi, ils se sont dit, bon, on va essayer avec une autre musique. Ils ont mis la techno ou du rap ou je sais pas quoi. Et le cristal, il était vraiment enfin, il avait pas de forme, il était tout rond, bizarre. Voilà. Et puis, donc ce japonais aussi a fait de l'expérience dans deux bols de riz différents. Et il y a le bol de riz qui avait la belle musique, qui était bien, et l'autre bol, il devenait tout moisi. Donc voilà, ça prouve que aussi, enfin, comme disait Caro, hein, que l'écoute, ça permet que selon ce qu'on écoute, on est plus ou moins énervé. Enfin, vaut mieux écouter du calme. Et puis voilà, ça aide à une belle ascension. Il a été fait beaucoup de progrès, notamment dans l'environnement du soin, avec notamment la musicothérapie qui est parfois utilisée dans les services, ou notamment dans les services qui génèrent du stress, que ce soit dans les hôpitaux de jour ou que ce soit dans les services de réa. Et je pense que c'est un des apports très importants justement pour apaiser les personnes, même si on a l'impression qu'elles sont dans le coma et qu'elles perçoivent toujours quelque chose. Et de toute façon, il faut que l'intention soit bonne. Et à partir du moment où on a l'intention
bien faire. Et donc je crois qu'on s'inscrit dans une logique de bientraitance et de bienveillance à l'égard de la personne. Mais cette musicothérapie, finalement, c'est un élément de tous les jours. Et je pense que dans la carrière de Caroline, ça a été aussi le moteur de ses recherches, notamment à l'écoute des sons de la Terre. Oui, tout à fait. On habite on traverse un moment, une époque compliquée, chahutée, extrêmement bouleversée. Et aller au contact des paysages vivants, des écosystèmes vivants, de cette part féconde de la Terre, véritablement, comme j'ai pu l'expérimenter donc en Amazonie après ton accident, cela nous réaccorde instantanément. C'est presque instantanément d'être. Pourquoi ça, je ne sais pas exactement, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'expérimente à plusieurs endroits et qui m'a conduit vers une quête, une curiosité. Où sont comment va notre planète? Est-ce qu'on peut l'écouter comme un médecin qui, avec son stéthoscope, irait à différents endroits du monde, écouter telle et telle partie de la Terre, tel et tel organe, les forêts qui produisent évidemment de l'eau, de l'air, voilà, qui sont des écosystèmes extrêmement productifs, extrêmement nécessaires, mais aussi nos glaciers, nos fleuves, nos océans, nos déserts. Voilà comment tous ces différents organes du corps terrestre vont-ils aujourd'hui? Et c'est un petit peu la question qui m'a guidée dans à travers ce voyage que j'ai pu faire pendant plusieurs années à travers le monde et à la rencontre de celles et ceux que j'ai appelés les audionautes. Donc ce sont des personnes qui voyagent en écoutant, qui sont liées, qui sont en lien avec cette part féconde de la Terre. Parce que souvent on est un petit peu comme les compagnons d'Ulysse, on a les oreilles ointes de cire, on entend mal, on perçoit mal, et on n'est pas suffisamment attentif. Alors pourquoi déjà nos sociétés modernes nous placent dans un certain confort? On n'est pas chercher notre nourriture à fuir des proies, enfin sauf certaines d'entre nous qui sont dans la salle qui ont traversé l'Ouest américain, mais avec des grizzlies à être attentifs. Mais en tout cas, voilà, dans nos vies modernes, nous, les Occidentaux, on a tendance à avoir donc eu moins besoin de cette attention, de cet état de vigilance permanent que requiert le fait d'habiter une nature un petit peu intouchée et peut-être avec ses dangers et puis ses nécessités. Et donc, il y a aussi les sons que produisent notre société, ce que quelqu'un comme Bernie Krause, un écologiste des paysages sonores américains, qui a beaucoup compté dans ce parcours et qui a ouvert vraiment la voie à cette science de l'écoute. Quelqu'un comme Bernie Krause a appelé l'anthropophonie. Donc tous les sons que notre société contemporaine, moderne, industrielle, basée en grande partie sur la pétrochimie, donc on produit énormément de sons anthropiques. Alors lui, il évalue cela à 80% de la planète qui serait contaminée par ces sonorités anthropiques. Donc on imagine ce corps terrestre
qui est touché par ces nuages sonores, par ce bruit. Et cela nous contribue à nous fermer nos oreilles. Et donc, si on apprend et si on apprenait à retirer ces bouchons d'oreilles qu'on a en permanence, en étant extrêmement exposé au bruit, en étant dans nos vies modernes. Donc, ici, on réapprenait à écouter. Le monde en serait peut-être changé. Le monde, on serait peut-être plus attentif, plus délicat. On parlait de la petite plume tout à l'heure. On serait vraiment dans des ajustements beaucoup plus fins à l'égard des uns et des autres, mais aussi des autres vivants, des beaux habitants de la Terre, comme disait Chenot. Et voilà, donc c'est cette quête qui m'a habitée, et j'aimerais peut-être vous faire partager peut-être une atmosphère sonore. Alors peut-être quelques-unes. On va peut-être se transporter donc, par l'oreille. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Je ne vous dis pas où c'est. Et si Yannick veut bien passer le son numéro 2. Et est-ce qu'on peut écouter maintenant le son numéro 3, s'il te plaît? On peut passer sur le son numéro 4. Je vous propose le voyage en accéléré parce qu'on m'a dit que j'avais pas beaucoup de temps.
Alors là, ce chant-là, ce chant d'oiseau, peut-être vous avez reconnu. Vous avez reconnu? Pas forcément. Un loriot d'Europe. Mais il se situe dans un endroit un petit peu particulier, puisqu'il se situe à quelques centaines de mètres du réacteur nucléaire numéro 4 de Tchernobyl. Donc ce réacteur qui a, comme on le sait tous, explosé en 1986, il y a 40 ans. Et ce son-là a été ramené par Peter Cusack, un Britannique, un journaliste sonore américain, qui a été dans la zone interdite, qui a pénétré cette zone interdite autour du réacteur, et qui a donc documenté l'évolution de ce site. C'était il y a 20 ans. Il a documenté donc une forêt extrêmement vivante avec les oiseaux qui étaient littéralement tombés du ciel en 1986 et qui sont revenus, on peut arrêter le son, hein, merci, qui sont revenus vivre, habiter cette forêt qui est à nouveau sortie de terre. Et l'écosystème s'est recomposé. Il y a même des personnes qu'on a appelées les samocelles qui sont elles-mêmes revenues vivre dans ces terres, dans ces territoires contaminés. Et je n'ai pas le temps de vous les faire partager, mais qui ont aussi des chants, des femmes qui ont des chants magnifiques. On peut le retrouver dans le livre qui propose aussi un accès au son. Une sonothèque, puisque, comme on le disait tout à l'heure, les paysages, on fait partie du paysage, donc notre voix, nos voix font aussi partie de la sonosphère de cette planète qui est sonore. En fait, les grands rendez-vous de la Terre, les grands rendez-vous de la vie sont souvent sonores, on peut les écouter. On en a écouté 3 ici. On a écouté tout d'abord un paix, une sorte d'étang africain dans le Masai Mara au Kenya, qui est un son ramené par Bernie Krause, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui est un petit peu un des premiers enregistrements de paysages sonores entiers, parce qu'avant on enregistrait surtout des espèces, voilà, tel chant d'oiseau, tel le brame du cerf, voilà, on isolait les voix animales. Là, Bernie Krause a campé autour de cette mare pendant 15 jours, et c'était une commande qu'il avait eue de ramener vraiment comme une photographie sonore complète de la vie de cette mare, de ce site qui fait partie des sites emblématiques, des sites de l'histoire de l'humanité, puisque c'est une savane africaine comme on a pu en connaître les premiers hominidés, et donc peut-être qu'ils avaient quelque chose comme ça dans l'oreille avec l'écho des hyènes qu'on entend, qui est très surprenant, qui est très beau au début, et vraiment de manière très naturelle il a ramené cette archive sonore qui est extrêmement précieuse et qui lui a fait découvrir qu'il y avait une organisation des paysages sonores, des voix, de la biophonie, avec comme une partition en fait qu'on pouvait lire, qu'on pouvait découvrir. Et c'est peut-être cet accord un peu singulier de cette partition animale qui peut nous faire du bien. Et pourquoi ça nous fait du bien? Voilà, parce qu'en fait, il y a une harmonie, il y a quelque chose d'extrêmement précis. C'est pas forcément le chaos. Il y a une organisation des voix animales avec les stridulations d'insectes et puis le surgissement, l'écho des hyènes assez haut. Voilà. Et là, c'est un très beau son, celui-là, que j'ai ramené moi-même d'Amazonie quand je suis revenue vivre un temps avec une communauté amérindienne. Et c'est un son qui m'a totalement envoûtée,
qui est un son qui naît de la canopée, qui naît du haut des arbres et qui accompagne les Wayampi, ces Amérindiens avec qui j'ai vécu un temps, dans toute la saison sèche. Et de leur dire, quand ce son cesse, il y a une tristesse, une sorte de solitude, de sentiment de solitude qu'ils ressentent, et c'est le chant des cigales, qui est très différent du chant des cigales qu'on peut connaître ici en France, en Europe. Voilà, il y a énormément de variétés de cigales et elle symbolise très haut, à 40 mètres de soi, en fait, à 40 mètres des humains, et qui sont cantonnés au sous-bois. Et donc on a cette voûte sonore au-dessus de soi, et c'est assez magique de vivre cette exposition-là à ces sons. On est accordé, voilà, on est en présence d'une certaine harmonie du monde. Merci Caroline. On a pu évoquer au cours de ces 3 jours des paysages passionnants, que ce soit hier les paysages du goût avec nos amis cuisiniers et nos historiens de la FACI, la Fondation pour l'Action culturelle internationale en montagne. Tout à l'heure, on a vu les paysages bienveillants qui peuvent amener du réconfort, et puis là, les paysages sonores qui nous apaisent. Alors le temps tourne, et tout à l'heure, j'entends les tambours des révolutionnaires du paysage de Savoie. Et donc, peut-être qu'on a le temps pour 1 ou 2 questions. Questions courtes, réponses courtes, avant de rejoindre nos amis au Parvis des Fils pour qu'elles puissent signer leurs ouvrages. 1 ou 2 questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, je voudrais vraiment remercier chaleureusement Camille Audibert et Caroline Audibert. Je voudrais dire que le livre de Camille, La vie par la face nord, c'est un livre qui devrait être lu dans tous les centres de rééducation. Et je sais qu'il va y avoir une chronique parue dans un ouvrage, dans un revue médical prochainement, parce que je pense que c'est important que les soignants puissent s'imprégner du ressenti des personnes malades. Et au cours de ces dernières années, on a reçu ici même un certain nombre de personnes qui témoignaient à la fois de leur impotence fonctionnelle ou bien alors de leur maladie. Et à chaque fois, ces témoignages étaient des témoignages uniques, qui étaient écrits en fonction de la personnalité originale de ces auteurs. Chacun développait, selon sa personnalité, la spiritualité, l'impatience, l'introspection, le sport à outrance pour certains, ou l'ouverture sur l'inattendu, comme c'est ton cas. En tout cas, à chaque fois, ce sont des aventures humaines d'exception, qui délivrent un message qui est celui du refus de la fatalité, et celui aussi de la générosité. De la générosité de la personne elle-même, mais aussi de la générosité des autres pour traverser cette épopée solidaire. Et puis pour Caroline, donc, dont je rappelle les livres portant sur les loups et sur la vie des loups, je pense que les audionautes nous permettent d'avancer dans la vie et de nous vacciner contre la folie douce qui nous imprègne en station ces dernières années. Et puis cela nous dégage aussi des bruits de la ville de Massin ou du bruit des chiffonniers de Paris et d'Antoine Compagnon. Et je pense que c'est très important d'habiter les paysages et en écoutant la terre, en écoutant la diversité des sons et aussi en s'imprégnant de la richesse des silences. Voilà, merci à toutes les deux et à bientôt, j'espère, pour votre deuxième ouvrage. Alors, je vous invite